Bonjour Antoine, tu vas bien? Bonjour. Et ça va, ouais. Je t'appelais pour faire un point sur ton confinement, voir comment ça se passait, parce que tu es plutôt habitué aux grands espaces, à l'aventure, ça doit te faire bizarre. Bah ouais, surtout que j'étais en expédition là en Éthiopie et puis je me suis fait bloquer par le confinement au retour. Résultat, je suis toujours pas en France. D'accord. J'espère y arriver d'ici une semaine. Donc ouais, ça change pas mal, ouais. Donc là, tu sais pas quand tu rentres. Non, ça dépend des avions. J'espère en fin de semaine, genre samedi ou mardi prochain, mais ça fait 15 jours que je dis ça, donc on sait pas. D'accord. Ça a un impact, j'imagine, sur tes projets? Ouais, pas mal. Bon, bah là, je viens d'en finir un, donc ça, c'est cool. Le prochain, il y a un départ en fin mai, ou là, pour le Pakistan, là, c'est quand même assez compromis, ou du moins un compromis pour partir fin mai. Après, ça partira peut-être en juin ou un peu plus tard si ils ouvrent, hein, mais comme on n'a aucune idée, ouais, ça va beaucoup changer les choses. On peut parler du projet que tu viens de terminer? Je crois que ça a été un peu l'aventure. C'était complètement l'aventure. En fait, c'était un projet qui devait se faire en biplace et traverser l'Éthiopie. Et tout s'est bien déroulé, sauf un élément que je n'avais pas prévu du tout. En fait, c'est le monde. En fait, la population là-bas n'a pas l'habitude de voir des parapentistes, des blancs et des gens qui traversent le pays. Résultat, à chaque fois qu'on arrivait quelque part en parapente, on se posait, bah, systématiquement, c'était soit la police qui nous emmenait au commissariat où ça durait 4-5 heures voilà, d'interrogatoire, ou quand c'était pas ça, ben, c'était la population qui nous accueillait avec des armes et qui nous bloquait parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait là. Pour eux, on était des espions qui arrivaient, parce que parapente, on arrive du ciel, donc on arrive d'avion. Et pour eux, on est des espions qui envahissent le pays. Et ça se passe très moyen, quoi. On s'est fait tirer dessus, etc. Donc on a rapidement mis un terme au projet. Par contre, c'est un pays qui permet de voler, parce qu'une fois qu'on a expliqué ça aux gens, que ce soit au commissariat ou aux gens, ils ont compris, ils sont hyper accueillants. Donc on peut voler et tout ça, mais à chaque fois qu'on se déplace, et ben, on se retrouve dans le même problème, soit en danger si on nous tire dessus, soit on passe une demi-journée au commissariat et traverser un pays comme ça, non, c'est pas possible. Donc, on a dû mettre un terme au projet, sauf aller voler à certains endroits dans le pays. Alors, je crois que tu n'as pas eu souvent peur en aventure, mais là, tu nous disais que là, ça avait été vraiment tendu. Ben, disons qu'en aventure, généralement, c'est nous qui se mettons dans le danger. Si on voit un orage arriver, si on décolle, c'est nous qui prenons le risque d'y aller. Là, c'est complètement indépendant de nous, c'est-à-dire qu'on la dernière fois quoi, où on s'est posé vraiment au niveau sauvage, on s'est posé, on nous a tiré dessus. Nous, on est resté quasiment 3 ou 4 heures en joue de fusil, donc les bras en l'air, à attendre que ça se passe. Non, on n'a pas rigolé du tout là. Voilà, on sait que ils peuvent tirer à un moment ou à un autre, on ne sait pas quand ni quoi que ce soit. Ouais, non, on n'a pas fait les malins du tout. Du coup, quand tu vas rentrer en France, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu pourrais donner un conseil aux pilotes qui, comme moi, par exemple, sont bloqués à la maison? Là, aujourd'hui, il fait beau, on est chez nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, alors là, c'est le mauvais moment pour le demander parce que j'ai plein de boulot à faire. J'ai au moins 2 mois de travail à faire sur ordinateur. Donc, je pourrais rentrer chez moi et avancer. Mais là, je peux pas. Je peux même pas les bosser. Mais sinon, si j'étais bloqué, oui, je sais ce que je ferais. Moi, j'adore parce qu'il me fait rêver. J'aime bien me projeter dans le futur. Que quand je suis chez moi, que je suis en confinement ou pas, je me sens un petit peu enfermé et j'ai besoin de m'évader. Et pour m'évader, c'est préparer mes voyages, préparer mes futurs projets. Et en fait, pour les préparer, je passe énormément de temps sur ordinateur. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait pendant le confinement. Je me fixe un projet. Et dans le projet, eh ben, par exemple, si je veux faire 500 km de vol bivouac, je vais faire mon point de départ, mon point d'arrivée, et je vais voir un peu tous les cheminements qui vont aller du point A au point B. Et dans ces cheminements-là, ce qui est intéressant à faire pour du vol bivouac, c'est repérer alors, les endroits qui peuvent passer, les endroits qui ne peuvent pas passer. Par exemple, s'il y a des forêts d'arbres à l'infini, on ne pourra pas y aller. Trouver les endroits où il y a des décollages, des atterrissages, et qu'ils soient en altitude ou en bas, parce que souvent en vol bivouac, le but c'est quand même poser en haut pour dormir et repartir du même endroit. Si on échoue, on est en bas et on trouve les chemins pour remonter. Et en fait, cet ensemble d'éléments permet de planifier sa route et de trouver son chemin. Alors, évidemment, moi, je le fais souvent sur plusieurs, quoi, au moins 1000 km ou plus, donc c'est très, très, très long à faire. Mais un chemin de 500 km, ça prend déjà, je pense, moins de semaines de travail pour vraiment tout analyser. Parce qu'on ne travaille pas que sur les décollages et atterrissages. On travaille aussi, par exemple, sur les brises. On voit les montagnes, comment c'est fait. On se dit, bah là, dans cette vallée-là, il y aura une grosse brise. On va essayer d'éviter cette vallée-là. On va plutôt prendre la vallée parallèle. Et il y a plein d'éléments comme ça qu'on peut travailler et décider à l'avance sur une carte avec Google Earth, avec n'importe quelle carte, que ce soit satellite ou relief,
de ce qu'on devrait avoir et ce que l'on va avoir. Et ce qui permet d'opter, de faire des choix. Ok. Donc dès que tu fais un voyage comme ça, tu prévois tout. Tout est planifié sur ton trajet. Exactement. En fait, il y a tellement d'aléas dans le parapente. Le danger des vents forts, des orages, le poser, des collages, etc. Tout ce qui peut être décidé à l'avance, je décide. C'est-à-dire que moi, vraiment, j'analyse la carte, je vois tout. J'estime les risques qu'il devrait y avoir, les endroits, comment ça va être la vallée suivante, etc. Et quand je vole, je ne prends jamais de choix intuitif au dernier moment. C'est-à-dire que dans ma tête, vu que j'apprends tout en plus ces cartes-là, ou au moins je les note sur des cartes de vol, je sais que quand je vais passer cette montagne-là, j'aurai le choix d'aller à gauche ou à droite. À gauche, à tel risque, à droite, à tel risque. Et suivant les conditions du jour, j'y vais. Mais je ne vais pas voler et découvrir à l'instant même, ah ben tiens, ici je peux poser, je ne peux pas poser, etc. Je sais tout le temps à l'avance. Ça me permet d'anticiper et d'éviter beaucoup, beaucoup de risques. Mais c'est un travail qui est énorme. Certains projets ont mis plus d'un an de préparation. Bon, les endroits qui n'ont pas été volés, plus d'un an de préparation pour oser aller dedans. Parce que je veux limiter au maximum les risques. Si on veut se mettre au vol bivouac, tu aurais des conseils à donner à un pilote qui veut se lancer sur son premier vol bivouac de quelques jours? Alors, premier vol bivouac, moi, je conseille vraiment de partir avec une voile très facile, de changer, de descendre d'un niveau, pour la simple raison que faire un vol bivouac d'un jour, 2 jours, ça passe encore. Dès on est à 3 jours de vol, en fait, on se fatigue énormément et on fait un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est moins alerte sur les commandes, à poser, décoller, on est moins bon. Donc, il vaut mieux descendre de niveau de voile. Et il y a un autre paramètre qu'on ne pense pas forcément, c'est qu'on a toujours allez, 15, peut-être 20 kilos de matériel dans la sellette, c'est un peu de nourriture, d'eau, etc. Et un posé avec 20 kilos dans la sellette, ce n'est pas du tout le même qu'un posé classique. Donc, il faut être le plus à l'aise possible et le faire le plus facile, le plus simplement possible. Donc ça, c'est le premier conseil. Après, le conseil, c'est non, il faut y aller, il faut aller tester. Partir d'abord sur 2 jours, puis tout doucement grossir à 3, 4 jours et aller voir. Après, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est la progression du matériel. Parce que le nerf de la guerre du vol bivouac, c'est le poids dans le sac. Moi, ce que je travaille, c'est toujours une liste de matériel. Tout est listé dessus, au gramme près. Donc, je sais à l'avance combien va peser mon sac. Je me trompe des fois 200-300 grammes. Sur du 30 kilos, j'arrive à me tromper de 300 grammes. C'est vraiment très précis au bout d'un moment. Sur ces premiers vols bivouac, qui vont être 1 jour, 2 jours, on va prendre tout le matériel. Puis on va se rendre compte que, ah ben tiens, ça finalement, je ne l'ai pas utilisé. Ah, ça sert beaucoup moins que ce que je pensais. Ah ben ça, j'ai pris 4 t-shirts et en fait 2, ça suffit. Ou des choses comme ça. Et on arrive à baisser ce poids-là jusqu'à devenir vraiment à avoir le minimum de matériel. Et là, on se sent à l'aise parce qu'on n'a plus beaucoup de matériel sur le dos et ça nous permet de profiter vraiment du vol bivouac. Ok, bah super. Je te remercie beaucoup pour tous ces conseils. J'espère que tu vas Avec arriver à plaisir. rentrer en France rapidement. Et puis à bientôt. Et bon confinement. À bientôt.